Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 juillet 2026 et notre cher ami, le colonel Wilkerson, est avec nous. Bon retour parmi nous. C'est un plaisir d'être avec vous, Nima. J'aime bien ça, cher. Je n'ai pas beaucoup d'amis chers ces temps-ci. Larry, je voudrais commencer par ceci. Nous savons qu'aujourd'hui, Donald Trump va rencontrer Benjamin Netanyahu. Peut-être même qu'au moment où nous parlons, ils sont déjà en réunion. Et il va aussi rencontrer Zelensky. Les deux guerres par procuration. C'est incroyable de regarder ces deux guerres. Dans l'une, Zelensky mène une guerre par procuration contre la Russie. De l'autre, les États-Unis mènent une guerre par procuration pour Israël. Deux des personnes les plus sanguinaires sur Terre se rencontrent. Je ne dirais pas quoi en termes de sang. Mais bon, allons-y. Je suis prêt à m'expliquer là-dessus. Mais, Larry, regardez Benjamin Netanyahu. On a appris dans les médias que Benjamin Netanyahu demandait à Donald Trump de le rencontrer encore et encore, et qu'il a fini par obtenir ce rendez-vous. Il va donc parler avec Donald Trump. Ce sera assez court, parce qu'il y a les funérailles. Juste après la rencontre, ils vont s'y rendre. Je ne pense pas qu'il en sortira grand-chose, peut-être une conférence de presse, mais ça ne semble pas devoir se faire à cause des funérailles. Tout ce que Bibi veut, ce sont les images. Nima, c'est ce qu'il fait à chaque fois qu'une élection approche, si vous avez un tant soit peu suivi. Il vient en Amérique pour être aux côtés du président, pour gagner quelques points dans les sondages, parce que cela montre aux Israéliens qu'il est le seul à pouvoir gérer le président américain. Et pour le prouver, il peut obtenir une rencontre, peu importe quand ou où. C'est ce qu'il utilise pour remonter dans les sondages, si vous voulez. Cette fois-ci, ça ne marchera pas. En fait, ça pourrait même se retourner contre lui. Il ne reste pas beaucoup d'énergie chez le vieux Trump pour Bibi Netanyahou, ni d'ailleurs, je pense, aux États-Unis. Et il va le découvrir, je crois, pas seulement sur le plan émotionnel. Il va le découvrir concrètement sur le plan matériel. Bon, allons-y parce que je suis sûr que vous allez me poser des questions sur le déroulement de la guerre. Oui, exactement. Mais selon vous, cette visite est essentiellement politique. Oui, absolument. C'est totalement politique. C'est parce que Bibi doit être ici. Si Mamdani avait persisté, et s'il avait décidé que New York avait bien les moyens, et vous savez le fondement juridique pour l'arrêter et le présenter devant la cour pénale, ils auraient trouvé un moyen de venir, mais sans passer par New York et sans s'exposer aux autorités new-yorkaises. Bibi doit venir en Amérique chaque fois qu'une élection approche. Larry, il y a une sorte de pause, si tant est qu'on puisse appeler ça une pause, entre l'Iran et les États-Unis. Il n'y a pas d'attaque, pas de nouvelles attaques contre l'Iran, ni d'attaques iraniennes contre les pays du CCG. On n'a plus de munitions. Oui. Ça me désole de le dire, mais je crois qu'on n'a plus de cartouches. Alors, est-ce que ça va aider? Est-ce que ça va aider le processus? Nima, vous savez, quand je ne m'inquiétais pas pour mon opération, je me suis plongé dans plusieurs livres. Des livres sur des épisodes antérieurs de l'histoire mondiale, et en particulier 2 ou 3 sur notre histoire, l'histoire de l'Empire, l'histoire de la République, jusqu'en 1945. J'ai été frappé par des situations politiques que j'y ai retrouvées, qui m'étaient familières à certains égards. Mais le fait de me les remémorer les a rendues un peu plus vivantes. Et en y réfléchissant un instant, je me suis dit, comment est-ce que je décrirais ça? En particulier, j'ai regardé, et je crois que vous et moi en avons parlé,
Je sais que j'en ai parlé avec certains podcasteurs. Je me suis penché sur Lyndon Baines Johnson au Vietnam et sur le conflit vietnamien en général. Ce n'était pas le seul cas, mais je me suis dit, d'accord, quel serait le cadre de description si j'écrivais l'histoire à cette époque précoce et pourtant très riche de possibilités pour les historiens. C'est aussi une époque qui se déploie au gré d'événements très bizarres. Mais ces événements bizarres sont produits, en grande partie, par la situation politique que nous connaissons actuellement aux États-Unis. À mon avis, c'est probablement la situation politique la plus singulière de nos 300 ans d'histoire, période coloniale et période nationale confondues. Et cela est déterminé par les personnalités en présence, comme c'est le cas pour la plupart des situations politiques, dans n'importe quel pays, mais particulièrement aux États-Unis, par les personnes impliquées, par celles qui participent à la prise de décision, à ceux qui conseillent cette prise de décision, et par les procédures utilisées dans ce processus. Elles sont étranges sous cette administration et ne ressemblent à rien de ce qu'aucune autre administration n'a jamais fait dans l'histoire du pays. Il y a aussi les circonstances intérieures et internationales qui exigent cette collaboration et cette prise de décision. Et ce que je crois voir, c'est une situation dans laquelle ce président en particulier, de son propre fait, vraiment, est pris au piège, est enfermé, est coincé, choisissez le verbe, par un certain nombre de facteurs dont il ne peut pas, Nima, je ne dis pas qu'il ne veut pas, je dis qu'il ne peut pas se dégager. Le premier, c'est celui auquel il est confronté dans la guerre qu'il a commencée. Il l'a commencé, c'est un point important, le 28 février, je crois. Et c'est la guerre avec l'Iran. Il est piégé par un certain nombre de facteurs, dont le moindre n'est pas que nous sommes en train de manquer de munitions dans cette guerre, comme vous et moi en avons discuté. Mais avant tout, il y a le détroit d'Ormuz, l'importance stratégique que ce détroit conserve et l'avantage que l'Iran y détient. Et la deuxième chose qui le piège, il y en a d'autres dans ce conflit, mais la deuxième grande chose qui le piège, c'est son propre problème, le programme nucléaire. Parce qu'il l'a créé au moment où il s'est retiré du JCPOA, en violation du droit international et même du droit interne, en réalité, vu la manière dont il l'a fait. Il a créé cette situation, il l'a fabriquée de ses propres mains par son propre acte, qui était extra-légal au regard de la manière dont les décisions sont censées être prises dans l'Empire, au moins depuis 1945, ou plutôt 1947. Donc il est piégé par le détroit, et il est piégé par la question nucléaire. Et aucune de ces deux choses, quel que soit le nombre de bombes qu'il larguerait, s'il le faisait, il n'a le pouvoir de les changer. C'est donc la première manière dont il est totalement piégé. Et je reviens à la façon dont LBJ était piégé. Trump l'est bien plus solidement et plus complètement qu'LBJ ne l'a jamais été. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec LBJ au Vietnam, et ce mur là-bas, avec plus de 50 000 noms d'Américains. Lui, il est piégé d'une manière très personnelle, alors qu'avec LBJ, c'était très politique, de politique intérieure, si vous voulez. Et la deuxième chose à laquelle je suis arrivé, c'est cette réalité. Lui aussi est prisonnier de son désir de rétablir la présence des États-Unis en Asie du Sud-Ouest, malgré sa défaite dans cette guerre et le fait qu'il en ait été pratiquement chassé. Il essaie de la rétablir par l'intermédiaire de qui? Le plus grand État au monde qui finance le terrorisme, l'un des pays les plus riches au monde, l'Arabie saoudite. Et il essaie de le faire en sacrifiant tout ce pourquoi il mène cette guerre, afin de leur donner un programme nucléaire. Il essaie de le faire. Et à votre avis, qui le contrarie, selon moi, à ce moment précis, dans cette démarche particulière? Les Houthis l'en empêchent.
C'est donc la deuxième chose qui le piège. Et il sait qu'il est piégé là-dedans. Il le sait forcément parce qu'auparavant, il avait été renvoyé chez lui, la queue entre les jambes. Littéralement, quand son secrétaire à la défense avait dit « On les aura éliminés en un instant, ça ne prendra pas longtemps. Les outils, on va s'en débarrasser. » Et nous avons quitté la zone de la mer Rouge en boitant. Nous avions perdu, clairement perdu, et nous y avions aussi dépensé beaucoup de munitions. Voilà donc où il est piégé, dans sa dernière tentative de rester dans la région et d'utiliser les Saoudiens comme un instrument pour y rester. Et puis il y a la troisième chose, et celle-ci est très différente de la situation de LBJ que j'utilisais plus ou moins comme comparaison. Il est piégé par Bibi et par tout ce que cela implique, Israël et Bibi. C'est un piège intérieur. Pensez à Myriam Adelson et à d'autres personnes de ce genre, et à des soutiens à Israël qui ont bien plus d'argent qu'elle. Et il est piégé sur la scène internationale à cause des possibles extensions de ce conflit, s'il ne fait pas très attention. Et même s'il fait très attention, je pense que le sort d'Israël est scellé. C'est fini. Ce ne sera pas un État démocratique au Levant quand toutes les retombées seront terminées. Il se pourrait même qu'il n'existe plus, c'est-à-dire qu'il ait disparu. Parce que si cela s'étend davantage et s'élargit, en impliquant la Turquie, puis au bout du compte, la Chine et la Russie de manière bien plus concrète, alors on parle d'un Israël qui n'existerait plus, qui disparaîtrait de la surface de la Terre. Et s'il survit, la seule manière pour lui de survivre, c'est d'être une véritable démocratie, qui accueille tout le monde à l'intérieur de ses frontières et qui enlève l'écriteau disant « Ceci est un État juif ». Et puis la dernière chose que j'examinais, et c'est très différent et propre à Trump, c'était propre à H.W. Bush, à George W. Bush et aussi à LBJ. Propre au sens où des personnalités différentes prennent des décisions différentes et influencent la manière dont ces décisions sont mises en œuvre. Trump est unique. Ce n'est pas H.W. Bush, ce n'est pas George W. Bush, ce n'est pas LBJ, ce n'est pas Richard Nixon, ce n'est pas Ronald Reagan. Ce n'est aucune de ces personnes, et il n'en est même pas proche. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il s'est très largement piégé lui-même par son approche politique, sur le plan intérieur comme international. Ce n'était pas le cas lorsqu'il s'est présenté pour la deuxième fois, ni lorsqu'il a été investi pour la première fois. Son approche, c'est de tout gagner. Ne reculez nulle part. Gagnez tout. Ne perdez absolument rien. Gagnez tout le temps. Voilà. C'est aussi son opinion personnelle, son attitude. On l'a vu dans ses affaires et dans d'autres domaines. Mais gagnez tout le temps. Alors, comment un homme dont toute la réussite politique, aussi largement fondée sur une façade qu'elle l'est, tant sur la scène internationale qu'à l'intérieur du pays, et dont les partisans aujourd'hui même commencent à le quitter, comment gagne-t-il dans cette situation? Et cela exige le genre de personne capable de faire ce que Lyndon B. Johnson a fait, par exemple, ce qui a été déterminant dans sa carrière politique. Il ne s'est pas représenté, il s'est retiré, littéralement davantage par souci de la République et de ce que signifie être un dirigeant respectable, un bon dirigeant, un homme de caractère. Puis il y a eu le recul de Dick Nixon, sous la pression d'une destitution certaine s'il ne le faisait pas. Son propre parti lui a montré les articles de mise en accusation et lui a conseillé de trouver un autre moyen de partir, s'il ne voulait pas être effectivement destitué. Et il a bien sûr démissionné. Trump est donc hanté ici par son propre style politique, dont il ne peut pas se défaire. Ainsi, en plus d'être piégé par Bibi, en plus d'être piégé par les Houthis concernant l'Arabie Saoudite, sa seule voie de retour dans la région, et en plus d'être piégé par les réalités du détroit d'Ormuz et du programme nucléaire, qui a probablement déjà produit une arme nucléaire, à mon avis, il est piégé par sa propre personnalité et son propre caractère. Il ne s'en sortira pas.
Il n'y a absolument aucun moyen sur cette terre que Donald Trump se sorte du pétrin qu'il a créé, lui seul. Il faut aussi accorder un peu de crédit à Bibi, mais Donald aurait toujours pu dire non. Il n'a aucun moyen de s'en sortir. Et ce qui est triste, c'est qu'à cause de ce même trait de caractère, ne jamais rien lâcher sous la pression, s'entêter davantage, il va, s'il le faut, entraîner le pays avec lui. Et c'est ça qui m'inquiète vraiment aujourd'hui. Quand on regarde tous les indicateurs, qu'il s'agisse des marchés et de leurs turbulences, en particulier dans le secteur de l'IA et dans la tech en général, quand on regarde ce qui arrive à notre économie dans son ensemble, quand on regarde ce qui va lui arriver si nous poursuivons ce conflit, ça ne marchera pas. Il essaie d'obtenir l'aide des Iraniens. C'est ce qu'il essaie de faire, les amener à l'aider à se sortir du pétrin dans lequel il s'est mis lui-même. Il y a deux bons stratèges pour ça. Ils vont simplement continuer à serrer la vis. Et je ne pense pas que cette vis fasse autre chose que de nuire à Israël et aux États-Unis sous tous les angles, et probablement aussi à la région. Et tout cela va aboutir d'une manière ou d'une autre à ce dont je parlais plus tôt concernant Trump, parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Et sa façon de gérer une situation comme celle-là, c'est de continuer à foncer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, tout en affirmant qu'il réussit. Et ce sera désormais son mode opératoire. Et cela va entraîner tous ceux qui y sont associés, soit dans une guerre régionale plus vaste, plus profonde, plus grave, avec toutes sortes d'implications nucléaires, soit vers un développement stupéfiant. Erdogan pourrait, par exemple, en être à l'origine. Et lundi matin, nous aurons tout un nouveau tableau à examiner. Mais sous quelque angle qu'on le regarde, nous ne sortirons pas de ça. La situation était tellement compliquée, Larry. Mais après l'entrée du Yémen dans le conflit, ou l'instauration du blocus contre l'Arabie saoudite, elle devient encore plus difficile à gérer. Car selon Reuters, après la dernière attaque du Yémen contre l'Arabie saoudite, celle-ci a fermé sa raffinerie de Jizan, qui a une capacité de production de 400 000 barils par jour. A production capacity of 400,000 barrels a day. Et ce n'est pas tout. C'est une installation polyvalente qu'ils ont mise hors service. Je veux dire, elle fait bien plus que simplement produire du pétrole brut. Not only the refinery, they hit two. Pas seulement la raffinerie. Ils ont frappé 2 dépôts, vous savez, 2 dépôts de pétrole dans la même ville, la ville de Jizan. Et l'autre raffinerie hier, Larry, a été attaquée, ont-ils dit à Abqaiq, comme ils l'appellent, en Arabie saoudite. C'était une raffinerie. Ensuite, ils ont dit que c'était la résistance irakienne. La résistance irakienne a annoncé hier, nous n'avons pas fait ça. Nous ne savons pas qui l'a fait. Et le Yémen n'a rien annoncé, parce que chaque fois qu'ils font quelque chose, ils se manifestent et le disent en s'en vantant et en l'exposant tel quel. Exactement. Ils en parlent tellement ouvertement. Ils parlent si vite. Eh bien, c'est un autre aspect de la question. Qui sont les ennemis? Je veux dire, qui sont les ennemis? On connaît Ansar Allah, on connaît les Houthis, on connaît l'Iran. Mais y a-t-il d'autres ennemis qui attendent en coulisses? Peut-être les milices chiites en Irak, ou même certains Irakiens qui, vous savez, cherchent à prendre leur revanche sur les États-Unis. Qui sait? Il pourrait y avoir des gens qui s'organisent là-bas. Et les populations qui sont opprimées, et qui le sont durement depuis si longtemps, comme à Bahreïn, par ses émirs, ses sultans, et ainsi de suite, sont-elles susceptibles de se soulever? On parle toujours de ça, vous savez, en termes de la rue. Est-ce que la rue en Arabie saoudite regarde tout ça en se disant « C'est le moment de renverser ces salauds ». Qui sait? Mais je vous garantis qu'il y a encore des choses tapies dans l'ombre qui vont commencer à sortir à mesure que les pressions se relâcheront. Souvenez-vous de la peur suscitée par le printemps arabe
et de l'inquiétude réelle des gens partout dans le monde, mais particulièrement dans ce pays et au sein de l'administration que je servais à l'époque. Même les experts du Bureau des Affaires du Proche-Orient et d'ailleurs, au département d'État, se demandaient vraiment ce que cette cocotte minute maintenue à feu doux dans la région produirait, une fois le couvercle un peu soulevé. Vous savez, au département d'État, par exemple, certains expliquaient au secrétaire d'État que nous pourrions voir régime après régime s'effondrer dans la région. Cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit pour plusieurs raisons, je pense. Mais nous pourrions voir cela se concrétiser de nouveau, de manière bien plus forte, car il s'agit vraiment, si vous voulez, d'un relâchement de la hiérarchie habituelle. Et la question de savoir s'ils pourront la reconstruire assez vite pour contenir ces pressions reste incertaine. La question est, pourquoi ont-ils accusé la résistance irakienne? Peut-être qu'ils ont des informations selon lesquelles le drone venait d'Irak, ainsi que des preuves. Mais hier, le conseiller à la sécurité nationale de l'Irak, Qassem Al-Aboudi, a fait une déclaration étrange. Il a dit que des cellules ukrainiennes sont actives dans tout l'Irak et participent à des attaques sous faux pavillons. Selon lui, les cellules du renseignement ukrainien mènent des attaques en Irak, puis les attribuent faussement à diverses factions irakiennes. Je ne sais pas ce qui se passe en Irak. Et qu'est-ce qu'il disait? Je n'ai pas vu cette annonce en particulier. Mais il faut toujours se demander qui, en Irak, dit ce qu'il dit au nom du gouvernement, si tant est qu'il y en ait un. Mais pourquoi des cellules ukrainiennes feraient-elles ça? Quel serait leur objectif stratégique ou même opérationnel? En quoi ça servirait-il les intérêts de l'Ukraine, à part financièrement? Zelensky qui chercherait à gagner de l'argent en vendant des drones ou quoi que ce soit d'autre. En quoi cela servirait-il les intérêts de l'Ukraine de perturber ainsi la situation en Asie du Sud-Ouest? Ou bien est-ce simplement de la désinformation pour dissimuler ce que fait peut-être même le gouvernement établi de l'Irak à Bagdad? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi Zelensky lui-même, enfin peut-être certains éléments incontrôlés, ferait cela si loin du centre de gravité, pour ainsi dire, de la lutte dans laquelle il est engagé. Il ne nuit pas à la Russie de cette manière. Il aide la Russie quand on y pense. Plus l'Asie du Sud-Ouest est plongée dans ce conflit avec les Perses perçus comme finissant par triompher, plus les intérêts de la Russie sont servis. Ce que rapportent les Irakiens, ajouté à ce que Zelensky a fait en attaquant un cargo iranien qui allait de Russie en Iran. Et beaucoup de gens se demanderaient, c'était quoi ça? Eh bien, je pourrais le concevoir s'il essayait de frapper un navire en route vers la Russie ou un navire russe qui transportait des marchandises vers la Russie. Je pourrais imaginer ça. Mais là encore, cela montre à quel point Zelensky est dangereux, en réalité, en tant qu'acteur mondial, ce qu'il essaye de devenir. Parce qu'étendre cette guerre de cette manière n'est dans l'intérêt de personne. Au bout du compte, même pas dans le sien. Mais il ne semble pas s'en rendre compte. Et je ne l'en croirais pas incapable. Essayer de frapper un actif russe très loin de la zone, pour ainsi dire. Je veux dire, vous voulez vous assurer qu'Odessa soit paralysée. Vous voulez vous assurer que la mer Noire ne relève plus du tout de votre champ d'action. Vous continuez à frapper des cibles comme celles qu'il frappe, qui sont, vous savez, gênantes pour la Russie. Elles déstabilisent parfois la situation politique dans cette zone précise. Mais dans l'ensemble, tout ce qu'il fait, c'est repousser l'inévitable. Et l'inévitable pourrait être bien plus traumatisant pour lui, pour Kiev et pour l'état résiduel qui sera l'Ukraine qu'il ne l'imagine aujourd'hui. Je ne vois pas comment il
Je ne vois pas comment il présente à son peuple, pour ainsi dire, une quelconque vision qui soit convaincante en matière de stabilité à long terme et même de paix durable, à laquelle beaucoup d'entre eux, je dirais une majorité, aspirent. Combien de temps cela peut-il continuer? Vous défiez les souhaits de votre propre peuple et en même temps, vous lui demandez ou vous le forcez à aller mourir. À mes yeux, ce n'est pas tenable. Cela dure depuis longtemps à cause des Européens et de Washington. Et nous devrions baisser la tête de honte de faire ça. Mais ce n'est pas le cas. Nous en remettons une couche, puis deux, peu importe. Berlin, Paris et Londres font de même. Voilà un autre théâtre où il faut faire attention à ce que l'on souhaite. On pourrait l'obtenir. Dans ce cas, l'obtenir, ce serait obtenir de Poutine quelque chose qui montrerait sans le moindre doute qu'il sait qu'il est en guerre contre l'OTAN et contre tous ses membres, pas seulement contre l'Ukraine. Vous avez évoqué le blocus d'Odessa, qui est, je dirais peut-être, l'une des raisons pour lesquelles Zelensky devient en quelque sorte si désespéré face à ce conflit qui se prolonge. Nous savons que l'hiver va arriver et qu'ils vont avoir d'énormes problèmes en Ukraine avec cette liaison. La mer Noire, c'est fini à cause du blocus. Ils ont quelques petits ports, peut-être à Nikolaïev ou près de Nikolaïev, mais cela n'aura pas autant d'importance qu'Odessa, qui est sous blocus russe. C'est nouveau pour la Russie, Larry. Et le Wall Street Journal. Il y a un article dans le Wall Street Journal qui affirme que l'Ukraine est en train de gagner. Donald Trump affirmait depuis plus d'un an que l'Ukraine était en train de perdre. Maintenant, il apprend que l'Ukraine gagne et que Zelensky est un gagnant. C'est pour cela que Donald Trump aimerait le rencontrer. Tout cela, c'est du non-sens à propos de... Trump est pris au piège et il ne sait pas comment s'en sortir. Et c'est ce que font les gens comme lui. Il essaie de renouer avec Zelensky parce qu'il y voit une diversion et il considère que cela va, au bout du compte, à l'encontre des intérêts de ceux qui le gênent en ce moment, notamment, probablement, Poutine. Vous avez vu l'interview où ils ont commencé à parler, des membres de l'administration ont commencé à parler, Rubio en particulier, de Moscou, essentiellement perfide, parce qu'il soutient l'Iran, et de Pékin, perfide lui aussi, parce qu'il soutient l'Iran. Ils ne veulent pas dire clairement ce qu'ils pensent de cela. Hegseth non plus, pas plus que le président des chefs d'état-major interarmés lors de son témoignage devant le Congrès. Mais le général Kane, le président des chefs d'état-major interarmés, a au moins laissé entendre qu'il serait disposé à se rendre à huis clos pour leur dire ce qu'ils savent. Je suis sûr qu'il ne leur dira pas tout. Mais on ne veut pas identifier ce que les alliés de votre ennemi, en l'occurrence l'Iran, font pour aider votre ennemi, parce que cela leur indique que vous savez ce qu'ils font. Eh bien, c'est une excuse plutôt pitoyable, parce que la Chine sait que nous savons ce qu'elle fait. Et je ne pense pas que la Chine sera dissuadée de le faire. Quand on voit ce que nous faisons, indirectement, sinon directement, à l'égard de la Chine, en Asie du Sud-Ouest. Nous allons nous en prendre à ces voies ferrées, et ils le savent. Pourquoi bombarderait-il cette ligne ferroviaire à l'est de Téhéran, qui remonte jusqu'au Kazakhstan, je crois, à l'arrêt suivant? Pourquoi la bombarderait-il si elle n'est pas essentielle au réapprovisionnement de l'Iran par la Chine? Je suis surpris que nous n'ayons pas déployé certains moyens au-dessus de la mer Caspienne. Je suis sûr que nous y avons des moyens de renseignement. Mais alors, je dois me demander à quel point ces moyens sont efficaces, puisqu'ils ont désormais été en gros devancés par le système chinois. Je me demande aussi si le système chinois contient quelque chose conçu pour tromper notre système, ou pour fonctionner autour de lui, ou à travers lui, d'une manière qui vous fournisse de faux renseignements provenant de ce système.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas expert en la matière. Mais ce serait intéressant de savoir si, en plus d'être un meilleur système pour ce que le GPS est censé faire, et il l'est, il dispose aussi de contre-mesures contre son système homologue, le GPS. Parce que je me souviens quand j'examinais la famille de satellites que nous envisagions d'acquérir, c'était sacrément cher. Et cette famille de satellites avait d'énormes capacités étendues, si vous voulez, ou de nouvelles capacités par rapport à la constellation que nous avions alors en orbite. C'est pour ça que ça coûtait si cher. Et j'ai vraiment quitté le gouvernement avant de pouvoir en suivre l'aboutissement. Je ne sais pas si nous avons déployé cette famille de systèmes et si nous l'avons déployée dans la configuration qui m'avait été présentée à moi et à Powell, ou si elle a été réduite d'une manière ou d'une autre et n'a pas reçu tout ce qu'elle était censée recevoir. Parce qu'à l'époque, on parle de 2003, cela représentait plus de 100 milliards. Donc, déployer cette famille de systèmes, c'était beaucoup d'argent. Et ce n'était que l'aspect initial. Ce n'était pas l'ensemble. Ce n'était pas les fusées, ce n'était pas les satellites eux-mêmes, ce n'était pas la famille de systèmes, la constellation, son utilisation et ce genre de choses. Mais nous commençons à admettre qu'il y a probablement une aide qui arrive en Iran, à la fois de Russie et de Chine. Sans être très précis à ce sujet, mais en l'admettant néanmoins, du moins lors des auditions que j'ai regardées, je ne sais pas ce qui se passe à huis clos. Larry, l'un des arguments que Donald Trump essaie de faire valoir. Mais avant d'en venir à Donald Trump, je viens de me rappeler une autre déclaration du général Wesley Clark. Ces 4 derniers jours, il a d'abord affirmé que la seule solution serait une invasion terrestre. Puis, plus tard, il y a tout juste 2 jours, dans une interview sur CNN, il a dit que non, une invasion terrestre ne fonctionnerait pas. Quelqu'un l'a influencé. Wes revient à sa vision de ce qu'il a fait, la guerre contre la Serbie. Et ce qu'il a fait, au fond, c'est ce qu'il nous avait dit avoir fait à Loy Henderson Hall quand il est revenu juste après avoir été démis de ses fonctions. Il avait eu avec nous, au département d'État, une sorte de discussion de vérité. La plupart des chefs de service, la plupart des ambassadeurs et d'autres personnes étaient là, à Loy Henderson Hall, une grande salle. Il ne l'a pas dit explicitement, mais quand j'ai discuté avec lui, puis quand il a pris la parole par la suite, nous avons tous compris qu'il avait été très manipulateur. Et je ne dis pas forcément ça de manière péjorative, mais il avait utilisé la structure de l'OTAN et la structure américaine qui sont distinctes. Vous savez, il avait 2 casquettes, ou il en a eu 2, commandant du commandement européen des États-Unis et chef du SHAPE, le grand quartier général des puissances alliées en Europe. Autrement dit, le type qui chapeautait tout, le militaire qui était au-dessus de tout, de l'ensemble de la structure de l'OTAN. Il s'est servi de ces doubles fonctions lorsque Bill Clinton ne l'a pas autorisé à menacer Milosevic d'une intervention terrestre. Bill Clinton a refusé de le laisser faire ça. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son autre casquette, sa casquette du SHAPE, et il est allé voir Tony Blair, membre de ce groupe. Pas forcément le membre déterminant, on dirait que c'était probablement les États-Unis, mais Blair était important. Il est donc allé voir Blair et lui a dit « Supposons que je fasse ça, est-ce que vous me soutiendriez ?» Vous savez, menacer d'envoyer des troupes au sol. Et Blair a dit oui, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à déplacer des hélicoptères Apache directement vers la frontière serbe. C'est tout ce qu'il a fallu, parce que Milosevic et ses généraux étaient assez intelligents pour comprendre que si les Apaches arrivaient, les troupes au sol suivraient.
car les Apaches ne vont pas quelque part s'il n'y a pas de troupes au sol pour leur assurer un minimum de sécurité. Ils ont donc vu les Apaches être prépositionnés et il a dit « D'accord, je vais discuter ». Et cela a relancé les négociations et mis fin au conflit. Eh bien, Clark, après avoir fait cela, a été dénoncé par sa propre chaîne de commandement, par le président des chefs d'état-major interarmés, qui, je crois, à l'époque, était Hugh Shelton. Et ça leur a pas plu. Ils n'ont pas aimé ce que Clark avait fait. Contourner Clinton, passer par Blair et faire ça. Alors ils l'ont fait virer. Enfin, c'était pas appelé un licenciement, mais il a été relevé de ses fonctions avant terme et renvoyé chez lui. C'est à ce moment-là qu'il est venu au département d'État et qu'il a fait son intervention. Et je comprenais ce qu'il disait quand il parlait. Je comprenais aussi ce qu'il disait entre les lignes. J'ai fait ça, je pensais que c'était la bonne chose à faire, et on a réglé cette affaire. Holbrooke a pu, vous savez, parler à Milosevic. Je crois que c'était Richard Holbrooke à l'époque. Et ils ont mis fin à cette affaire. Et bien sûr, Milosevic est allé à La Haye, oui, tout comme Radovan Karadzic avant lui. Je crois qu'il est mort avant qu'ils puissent le poursuivre dans toute la mesure possible. Mais malgré tout, ils l'ont eu. Et Clark avait accompli tout ça. Et il a été, en gros, écarté de ses fonctions plus tôt que prévu pour l'avoir fait. Parce que ni le président du comité, ni le président n'avaient aimé ce qu'il avait fait en les contournant de cette manière. C'est l'histoire qu'il a racontée. C'est celle que j'ai entendue dans les premières déclarations de Lloyd Henderson. Souvenez-vous, vous dites qu'il a dit « menacez d'envoyer des troupes au sol et voyez ce qui se passe ». Mais Trump fait déjà ça. Et à quel point est-ce une menace pour les Perses qui savent parfaitement combien nous avons peu de troupes au sol et combien eux en ont. Alors quelqu'un a dû contacter Clark et lui dire « ne dites pas ça ». Et Clark a probablement eu le temps de réfléchir parce que Wes avait parfois la mauvaise habitude de ne pas beaucoup réfléchir avant de parler. Souvenez-vous, je crois que c'était à Pristina. Je crois que c'était Pristina. Ils entraient dans Pristina et les Soviétiques arrivaient. Et Clark, qui occupait encore son poste à ce moment-là, n'avait pas encore été relevé. Clark a dit au commandant britannique, je crois, sur le terrain à Pristina, « Ne laissez pas ces Soviétiques atterrir ». Et le commandant britannique a répondu quelque chose. Je crois qu'il s'appelait Michael Jackson. Il a dit quelque chose du genre « Je ne vais pas déclencher la Troisième Guerre mondiale, mec. Venez leur dire vous-même. » Bref, ils sont arrivés. Il ne s'est rien passé. Je soupçonne qu'on lui a conseillé de ne pas répéter ce qu'il avait dit sur les troupes au sol, qu'il a réfléchi, puis qu'il est revenu faire une autre déclaration. Et il devrait être assez intelligent pour savoir que nous n'avons pas assez de troupes au sol pour menacer l'Iran. Tout simplement pas. Nous pourrions les menacer. Nous pourrions les déployer sur l'Irtang, mais nous le regretterions très vite. Sa solution, c'était d'imposer un blocus total à l'Iran sur toutes ses frontières, du nord au sud. Avec quoi? C'est un pays tellement vaste. C'est comme dire bloquons l'Europe de Paris à Tromsø, de Copenhague à Budapest. Enfin oui, comment diable vous feriez ça? Oh, allez Wes, tu sais très bien que ce n'est pas possible. Oui, ça. Les gardiens de la révolution iranien, Larry, ont annoncé aujourd'hui que Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump avait fait une annonce et l'Iran y a répondu. Donald Trump a annoncé que les navires endommagés pendant la guerre contre l'Iran seraient indemnisés grâce à des avoirs iraniens gelés. C'est ce qu'a dit Donald Trump. Ce seront des avoirs iraniens gelés. L'Iran a alors répondu « Nous avons averti le président des États-Unis que toutes les entreprises et tous les pays qui accueilleraient favorablement cette proposition et utiliseraient les avoirs iraniens gelés sous ces prétextes doivent savoir que, désormais,
le corps des gardiens de la révolution islamique ne tuilera à aucun de leurs navires de traverser le détroit d'Ormuz. En gros, ils utilisent le même. C'est là toute la complexité du problème, je pense. La manière dont vous essayez de le résoudre vous ramène au même problème. Et vous décrivez comment tout cela va, au final, et inévitablement devenir régional, puis peut-être même s'étendre au-delà. Si on y ajoute l'Ukraine, ce que Zelensky semble de toute façon essayer de faire, on se retrouve très vite avec un conflit mondial et peut-être avec l'usage d'armes nucléaires. Comment voyez-vous la situation des pays du Conseil de coopération du Golfe, Larry? D'un côté, on voit ce qui se passe avec l'Arabie saoudite. Elle ne ressentait pas autant les effets de la guerre parce qu'elle avait l'oléoduc de Yanbu qui va jusqu'à la mer Rouge. Aujourd'hui, cela ne fonctionne plus. Cela passe par le canal de Suez, mais pas autant à cause des limitations. Mais au final, c'est pas... Je crois que ça ajoute 40 jours à la plupart des transports maritimes. S'il faut passer par Suez, sortir par le détroit de Gibraltar, traverser le vaste Atlantique, puis se diriger vers le Pacifique, ou même revenir vers l'Inde, ça coûte beaucoup plus cher. Exactement. Ça compliquerait les choses. Et la question, c'est qu'ils n'ont pas le sentiment que cette guerre les serve. Mais on ne voit aucun signe, aucun mouvement de leur part. Comment concilier ces deux éléments? Il vous reste encore beaucoup de pouvoir résiduel dans l'Empire pour punir les gens, que ce soit par des sanctions ou par l'usage direct de la force contre eux. Donc, il y a aujourd'hui des gens dans le monde qui nous détestent. D'après les sondages, probablement entre 60 et 66, disons 2/3 du monde, détestent désormais les États-Unis d'Amérique. Et fait intéressant, si vous regardez les sondages précédents, il y a seulement 3 décennies, c'était l'inverse. Parce que probablement 2/3 du monde, voire davantage, nous faisait au moins confiance et pensait que nous étions une force du bien dans le monde, une force en faveur des effets du droit international, une force de décence, si vous voulez. Or, George W. Bush a beaucoup fait pour nous dépouiller de cela. Il a beaucoup fait pour déclencher tout ça. Et le fait qu'Obama n'ait tenu personne dans l'administration Bush responsable de choses comme la torture, ça a aidé. C'est donc à ce moment-là que notre image dans les sondages mondiaux a commencé à décliner. Mais Trump a presque porté ça à son paroxysme. Les 2/3 du monde, ou un peu moins des 2/3, pensent désormais que nous sommes l'une des pires puissances sur la surface de la Terre. Mais ils ont toujours peur de nous. Et cela tient en partie à leur crainte que nous fassions quelque chose comme ce que nous faisons aujourd'hui. Prenez les gens que Trump fait tuer en haute mer, sans aucune procédure régulière. Ça donne en quelque sorte l'exemple de ce que nous sommes prêts à faire. Nous viendrons dans votre pays et nous tuerons vos gens, peu importe. Enfin, vous voyez. Ce que dit le droit international à ce sujet. Notre objectif principal dans le monde maintenant, c'est de tuer n'importe qui, toute personne qui s'oppose à nous. J'ai peur, Nima, que ce soit le mantra que la garde prétorienne, vous savez, l'ICE, va adopter pour les prochaines élections. J'ai peur que ce soit l'attitude qu'ils afficheront lors des prochaines élections. Nous tuerons quiconque se mettra sur notre chemin, ou nous emprisonnerons quiconque se mettra sur notre chemin. Un homme de Caroline du Nord m'a envoyé un message ce matin au sujet de l'établissement qu'ils essayent de construire là-bas, en Caroline du Nord, pour en faire une prison destinée à certaines des personnes qu'ils vont y enfermer. Vous savez, soi-disant, les immigrés. Le gouverneur de Caroline du Sud, m'a-t-il dit,
y est farouchement opposé. Mais ils vont probablement construire ce truc là-bas quand même, ou rénover la prison qui s'y trouve déjà. On se prépare à... Vous vous souvenez de Roosevelt et des camps où nous avons gardé les Japonais durant les premières années de la Seconde Guerre mondiale? Ça commence à y ressembler, mais pour bien moins que ça. Même si c'était déjà assez odieux à faire, ici, c'est pas pour de véritables raisons de sécurité. C'est parce que Trump n'aime pas ces gens et que le mouvement MAGA ne les aime pas non plus. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise en Amérique, beaucoup de conseils d'entreprise, de syndicats et de groupes qui œuvrent au développement local et à la réussite des petites et moyennes entreprises. Ils sont vent debout en ce moment, parce qu'on leur enlève tous les employés qui comptent pour les échelons les plus bas. Et même les Haïtiens. Les Haïtiens sont aujourd'hui tout en bas de l'échelle, dans des postes pourtant assez essentiels pour que les Américains puissent avoir de la nourriture et d'autres produits sur leur table à un prix raisonnable. Et ils vont expulser toutes ces personnes. Apparemment, peu importe leur statut. Je veux dire, ils peuvent être là à attendre que leur dossier soit tranché par un tribunal. Ils peuvent attendre que leurs papiers soient signés. Ils partiront quand même. Ils seront d'abord rassemblés dans ces prisons, comme celle envisagée en Caroline du Nord, puis ils partiront, sans poser de questions. Et où est-ce qu'ils vont les renvoyer? Où allez-vous renvoyer les Haïtiens? En Haïti? Si vous avez regardé ce qui se passe en Haïti ces derniers temps, vous savez que dès qu'ils descendent de l'avion, ils se retrouvent dans un chaos total. Larry, nous avons eu les déclarations des alternatives en Israël. Naftali Bennett en a parlé. Nous avons aussi Yair Lapid, le chef de l'opposition israélienne. Naftali Bennett a dit que dès l'instant où il sera Premier ministre, élu Premier ministre d'Israël, il annoncera que le Qatar est l'ennemi d'Israël. Parce qu'il disposerait, je ne sais pas, d'informations ou de renseignements qu'il a reçus durant son mandat, selon lesquels l'Iran et le Qatar coopèrent. C'est un premier point. Et il a déjà dit auparavant que la Turquie était aussi un ennemi, qu'il fallait aussi combattre la Turquie. Yair Lapid, lui, a déclaré aujourd'hui qu'il fallait restaurer le statut bipartisan d'Israël aux États-Unis. C'est de cela qu'il parle. La première étape, c'est bon courage pour ça. Oui. Il dit « Mettez à la retraite Benjamin Netanyahou et son groupe d'extrémistes qui nous déchirent, à l'intérieur comme à l'étranger. » Et c'est ça, le plan, vous savez, à leurs yeux. S'ils écartent Benjamin Netanyahou du pouvoir, ils bénéficieront d'un soutien bipartisan aux États-Unis. Mais est-ce que cela aidera Israël à résoudre les problèmes auxquels il est confronté? Eh bien, si j'ai bien compris, Nima, il a aussi fait certaines déclarations, et des gens de son entourage en ont fait aussi. Ils disent qu'ils vont avancer plus vite en Cisjordanie, qu'ils vont avancer plus vite avec la Syrie, et de manière plus agressive avec le Liban. Et bien sûr, tout cela sous-entend, nous allons en finir avec Gaza. Alors demandez-vous si cela va les rendre plus sympathiques aux yeux de la majorité des Américains. Je veux dire, ils ne pourront pas le cacher. En le faisant, ils ne pourront pas le dissimuler. Et ils ne pourront pas non plus le cacher à tous ceux qui, comme les Iraniens et les Saoudiens, ont dit, sans une voix crédible vers un État palestinien, nous ne sommes pas avec vous. Alors, comment concilie-t-il ça? Comment cette cellule, qui pourrait remplacer Bibi Netanyahou, concilie-t-elle ces réalités avec ce genre de propos? Je veux dire, avec ces gens-là, on passe de la poêle au feu. Peut-être qu'ils sont plus intelligents, peut-être qu'ils savent mieux s'y prendre, mais ils font toujours la même chose. Et comment se faire élire? Voilà le nœud du problème. Comment se faire élire si vous pensez que le soutien de la population juive d'Israël est indispensable à votre élection? Or, les sondages montrent toujours
que plus de 80% de la population juive d'Israël est favorable à tout ce que je viens de dire, y compris au génocide des Palestiniens. To include the genocide of the Palestinians. And if you've got a power like Iran now demonstrated Et si vous avez désormais une puissance comme l'Iran, qui l'a démontré de façon concluante, je pense, et même une force comme les Houthis, alliés avec eux dans une certaine mesure, au moins sur les objectifs, et résolument opposés à ce que ce qui est fait aux Palestiniens soit mené jusqu'à sa conclusion ultime, absolument répréhensible. Comment gagner, politiquement ou autrement? Comment gagner cette lutte armée? Pour moi, à l'heure actuelle, le sort d'Israël en tant qu'État juif au Levant semble scellé par la seule présence du pays contre lequel ils ont déclenché cette guerre en utilisant Donald Trump comme intermédiaire, l'Iran. L'Iran est désormais le pivot stratégique dans le Golfe et plus généralement en Asie du Sud-Ouest, avec l'aide des Houthis et peut-être, comme vous l'avez dit, de milices irakiennes ou d'autres encore. Mais fondamentalement, ils sont le pivot, la puissance stratégique et l'agilité stratégique dans le Golfe. Cela a toujours été le cas, d'une certaine manière, Nima. Nous n'aurions jamais mis le Shah dans cette position et ne l'y aurions jamais maintenu pendant 26 ans, 26 ans, si ce n'avait pas été le cas. Nous savions qui était l'hégémon dans le Golfe et nous voulions le contrôler. Alors nous y avons placé le Shah et fondamentalement, nous le contrôlions. Quand il est parti, nous ne le contrôlions plus. Et depuis, nous nous battons pour ça. Nous avons essayé de faire reprendre le contrôle par Saddam Hussein, puis nous allions, vous savez, retourner notre veste contre Saddam Hussein. Et quand ça n'a pas marché, nous avons éliminé Saddam Hussein, puis nous nous sommes tournés vers l'Iran. Nous nous sommes tournés vers la plus redoutable des deux puissances, et nous avons découvert que l'Iran n'était pas l'Irak. Oui. Larry, voilà ce que Yair Lapid a dit au sujet de sa stratégie face à l'Iran. Depuis avril 2024, je dis que ce qu'Israël devrait faire, ou ce que l'Alliance devrait faire, c'est bombarder l'Iran, bombarder toutes les installations énergétiques afin de s'assurer que l'économie iranienne soit détruite. C'est la politique d'Israël. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir sortir d'une telle guerre, parce que ça veut dire que la même chose leur arriverait. Oui. Et c'est comme si Israël faisait ce qu'il voulait. S'il connaissait aujourd'hui l'identité et la localisation de chacun de ses commandants au profil varié, parce que l'Iran a un commandement très dispersé dans tout le pays, alors dans ce cas-là, s'il connaissait ces noms, il les assassinerait tous. Parce que la première chose que fait Israël, c'est de s'en prendre aux responsables militaires ou aux cibles qualifiées de criminels de guerre et d'assassiner des gens. Enfin, c'est la politique israélienne de base. J'aimerais que le monde se réveille et réalise qu'il s'agit de l'une des entités étatiques les plus répréhensibles sur la face de la Terre, et qu'ils sont comme ça depuis très longtemps. Certains diraient depuis 1948, mais c'est certain, ils sont comme ça depuis qu'ils ont commencé à violer toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU à la suite des guerres, qu'ils ont toutes déclenchées. Quoi qu'ils en disent, ils ont déclenché chacune de ces foutues guerres. C'est la tyrannie la plus belliqueuse, la plus militarisée du Moyen-Orient. Et personne n'y prête attention. Pourquoi? Parce que bon, oh mon Dieu, ils ont vécu l'Holocauste. Parce que bon, oh mon Dieu, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour faire notre sale boulot au Levant. Bon, je peux accepter ce raisonnement. Mais avons-nous encore besoin d'eux pour faire notre sale boulot au Levant? Quand ce sale boulot nous retombe dessus avec une telle rapidité, une telle intensité, une telle réalité que ça va nous entraîner avec lui. Je ne le pense pas. Mais nous avons un dirigeant qui, comme je vous l'ai décrit, est piégé.
complètement, totalement piégé. Et il n'a aucune idée de la manière de s'en sortir. Benjamin, il a été rapporté que Netanyahou s'est entretenu avec ses conseillers avant sa rencontre avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Et il y a quelques instants, il a été rapporté que cette rencontre se déroule pendant que nous parlons. Et je ne sais pas qui sont ses conseillers aux États-Unis. Sur la photo, on voit que l'un d'eux est mort. One of them's dead. L'un d'eux est mort, il est décédé. Lindsey Graham, peut-être. Maybe. Énorme. Oui, vous avez vu cette vidéo où Lindsey Graham parle et où il demande à Benjamin Netanyahou s'il a besoin d'une quelconque aide pour s'en prendre au Liban? Et Benjamin Netanyahou répond « Non, 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 ce n'est pas. J'admire ce que vous voulez faire, mais ce n'est pas le moment. » Yeah. Lindsey the tactician, Lindsey the campaign Lindsey, planner, le tacticien. Lindsey the division Lindsey, le stratège de campagne. Lindsey, le commandant de division. who never served. Lindsey, le responsable militaire qui n'a jamais servi un seul jour de sa vie, sauf comme avocat JAG. C'est ça, tous ces gens-là, ces guerriers en fauteuil, ces gens qui n'ont jamais entendu une balle de mitrailleuse leur passer près de l'oreille et qui veulent pourtant envoyer de jeunes hommes et de jeunes femmes mourir pour des objectifs d'État partout sur la planète. Voilà ce qu'ils sont. Ce sont des lâches abjects, mais ils savent très bien en parler. Abject cowards, but they speak a great game. Mais dans cette vidéo, ce qui était important, c'est que Benjamin Netanyahou, et on sent que Benjamin Netanyahou dit « Non, nous ne voulons pas de ça. We don't want Nous ne voulons pas de ça. Lindsey, rentre chez toi. Nous n'avons pas besoin que tu te battes pour nous. Nous voulons rester concentrés sur l'Iran, pour l'instant. Si nous nous engageons à fond, ils vont sortir. Cela veut dire que, parce que lorsqu'ils parlent du Liban et du Hezbollah, on a l'impression que le Hezbollah ne représente rien. C'est le discours de Benjamin Netanyahou lorsqu'il s'adresse aux Israéliens dans le pays. Nous avons écrasé le Hezbollah. L'Iran est plus faible qu'avant. Mais pendant cet appel téléphonique, on voit à quel point il a peur, vous savez. Il a peur que le Hezbollah sorte. Yeah, he smashed Hezbollah. Il a écrasé le Hezbollah à peu près de la même manière que nous avons écrasé l'Iran. S'il a écrasé le Hezbollah, pourquoi bombarde-t-il de nouveau Daïeh dans le sud de Beyrouth? Si nous avons éliminé le programme nucléaire, combien de fois Trump a-t-il dit que nous avions totalement détruit le programme nucléaire? Alors pourquoi parle-t-on encore du programme nucléaire? Ils l'ont reconstitué si vite que ça. Nous l'avons détruit lundi et mardi, ils l'avaient reconstitué. Je veux dire, Bibi comme Trump. Bibi ment un peu mieux. Mais tous les deux sont des menteurs proverbiaux. Le mensonge, c'est leur deuxième prénom. Vous vous souvenez de la chatte sur un toit brûlant? Burl Ives jouait dans une version et le grand acteur noir, j'oublie son nom, James Earl Jones, jouait dans l'autre. Je sens le mensonge dans cette pièce. Le mensonge. Avec Trump et Bibi Netanyahou, le mensonge, c'est leur deuxième prénom. Le New York Post a rapporté que Benjamin Netanyahou se rend à Washington, avec des informations importantes sur le dossier de la montagne de Pickaxe en Iran. Et ça me rappelle, parce qu'ils ont bombardé cette montagne encore et encore, ça me rappelle l'attaque récente de l'Arabie Saoudite contre ces magnifiques montagnes au Yémen. Oui. Eh bien, la dernière fois qu'ils sont venus ou qu'ils ont proposé à Donald Trump des informations précieuses, des renseignements sur l'Iran, il a décidé, à lui seul, m'a-t-on dit, le 28 février, d'entrer en guerre avec l'Iran. Donc ce n'était pas de très bons renseignements. C'était vraiment de mauvais renseignements. Alors comment allez-vous traiter cette affaire-ci? Quel est le nom iranien de la montagne de la pioche? Kolang. Kolang. Kolang.
Calling. Okay. Exactement. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une pioche. Une pioche, d'accord. Je m'en doutais, mais je préférais demander. Parce qu'en général, on ne traduit pas le nom de certains lieux. Oui, Vous lui donnez simplement le même nom. Vous l'appelez de la même façon. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont traduit ce nom par montagne de la pioche, puisque c'est une montagne. Yeah. oui. C'est étrange de voir ce que les géographes et d'autres sont prêts à faire, mais ce que les politiques font l'est encore davantage. Politicians will do. L'autre information, Larry, rapportée aujourd'hui par Bloomberg, c'est ce rapport qui montre qu'aux États-Unis, les deux conflits font l'objet d'un consensus bipartisan. Mais il n'y a pas que l'administration Trump. Il est dit qu'un groupe bipartisan de sénateurs américains est parvenu à un accord sur une législation qui permettrait à Donald Trump d'imposer des sanctions plus sévères aux principaux acheteurs d'énergie russe et d'énergie iranienne. Cela veut dire qu'il se prépare peut-être à un plan de long terme concernant l'Iran et la Russie. Il ne semble pas qu'on soit prêt d'en finir avec l'un ou l'autre de ces deux conflits. No, I don't think we are. And as I said in my opening, Non, je ne le pense pas. Comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires, je pense que le président des États-Unis est pris au piège. Je ne pense pas qu'il ait le moindre moyen de s'en sortir. Et ce qui est vraiment redoutable et inquiétant dans le piège où il se trouve, c'est qu'il a tout à fait le potentiel d'entraîner le pays dans un piège similaire, et même le monde entier. À coup sûr, les deux régions, l'Europe et l'Ukraine, ainsi que l'Asie du Sud-Ouest et l'Iran, dans le même piège. Et ce piège, c'est au moins une guerre régionale qui entraîne beaucoup d'autres acteurs. Je pense que la Turquie y serait mêlée d'emblée. Et cela peut finir par aller beaucoup plus loin, parce que ce genre de conflits régionaux, impliquant autant d'acteurs importants, autant d'armées importantes et d'États, a généralement tendance à déboucher sur des choses plus vastes et plus graves. Generally tend to lead to bigger and worse things. So easily into a global Si facilement dans un conflit mondial. Throw into that the fact Et ajoutez à cela le fait que ce que nous faisons dans le détroit en ce moment, et ailleurs aussi, la mer Rouge vient immédiatement à l'esprit, avec le trafic de marchandises sur les mers du monde et tout le reste. Ce que nous faisons risque de condamner à mourir de faim probablement 20% de la population du Sud global, peut-être davantage. Et que va faire cette population quand il deviendra très évident pour elle qu'il n'y a pas de nourriture, pas d'eau potable, pas de terre pour cultiver, pas d'engrais pour ces terres, même si elle pouvait les cultiver, pas d'eau pour les cultures, même si elle le pouvait, et qu'elle commencera à se déplacer? À mon avis, elle ne se déplacera que dans une seule direction, vers le nord. Et elle ira là où elle devra aller, quand elle devra y aller. Et ils vont prendre les armes qu'ils ont, les munitions qu'ils ont, et ils vont se battre jusqu'à la mort, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. De toute façon, la mort les attend. Et nous parlons de faire cela à cette partie précise du monde, qui, pourrait-on dire, se situe dans le sud, global, et en Asie du Sud-Ouest, et peut-être ailleurs. Ce n'est pas une bonne perspective. Pas du tout. Parce que nous parlons de millions de personnes. Et nous parlons, en substance, de la plupart d'entre elles qui perdraient la vie, peut-être même aux portes, si vous voulez, de l'Europe. Et finalement de l'Amérique du Nord, car ça ne va pas se limiter à l'Asie. Cela va se propager. Et puis ça va se propager avec la crise climatique. Et je vous l'ai déjà dit, nous avons fait les jeux de guerre, nous avons fait les simulations pour le milieu du siècle. Et probablement, vous savez, dans la simulation du cas Morse, nous avions parlé d'environ 2065. Mais je pense que ça s'accélère maintenant. Regardez les incendies en France, les incendies en Espagne, les incendies au Canada. Ce n'est pas tant le présent que l'avenir. C'est ce qui va nous arriver. Et imaginez ce scénario qui se développe bien plus vite.
les puissances de la bande nord déploient leurs armées à leurs frontières méridionales et commencent à tirer sur ces gens parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Il n'y a qu'une quantité limitée d'eau et de nourriture. Alors, elles leur tirent dessus. Oui, Perspective sinistre. Je veux dire, vraiment sinistre. Et je crois vous avoir dit que l'un des Allemands présents dans le panel qui écoutait la présentation s'est levé d'un bond et a dit « Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me dire que mes dirigeants allemands ont fait ça dans un jeu de guerre. » Et puis l'un des participants au jeu a simplement pris sous le pupitre et sorti la liste des Allemands qui y avaient participé. Un ancien chancelier, un ancien ambassadeur aux États-Unis. Et c'était eux qui prenaient ces décisions dans ces simulations. Déployer l'armée à la frontière sud. Vous savez, tout dépend de qui vous êtes et de ce que vous êtes pour savoir de quelle frontière il s'agit. L'Europe a un peu plus qu'une simple frontière sud, même si vous savez, quand on arrive par la Méditerranée, tout paraît être au sud. Eh bien, comme Poutine le sait, par exemple, les gens qui n'aiment pas la Russie blanche, je dirais surtout les musulmans, peuvent venir de toutes sortes de directions, pas seulement directement du sud. D'ailleurs, c'est l'une des régions du monde qui réussissent le mieux en ce moment. L'Asie centrale, du Kazakhstan au Turkménistan. Elle connaît beaucoup de succès et devient chaque jour plus puissante, plus avisée financièrement et plus capable sur le plan financier, malgré le fait que beaucoup de ces pays aient des gouvernements très autoritaires. Ils s'en sortent plutôt bien. C'est donc une bonne décision, je pense, de la part de Poutine de surveiller cela, de le soutenir dans la mesure du possible et de ne pas s'y montrer antagoniste. Il a vu ce que l'antagonisme a produit en Tchétchénie. Vous ne voulez pas de ça. Vous voulez pouvoir apaiser ces gens, travailler avec eux, si vous voulez, et mêler vos cultures si nécessaire, y compris vos religions et tout le reste. L'approche du monde que Pékin et Moscou veulent adopter, de toute façon, si nous ne nous mettions pas en travers de leur chemin, me semble la meilleure. Chacun s'accommode de l'autre, chacun apporte sa propre force à l'ensemble, et vous vous entendez, vous coopérez, vous prospérez tous et vous survivez tous. À l'inverse de notre attitude, nous ne vous aimons pas, la Russie. Nous ne vous aimons pas, l'Iran. Nous n'aimons personne là-bas. Nous n'aimons pas la Chine. Prenons-les tous de front et débarrassons-nous-en, parce qu'ils sont une menace pour nous. Mais enfin, qui est ce nous? Ce nous, c'est le capitalisme prédateur, qui maintient environ 3% des gens plus riches que Crésus et les plus de 90% restants dans la pauvreté. Moi, je prends le modèle chinois-russe. D'accord. J'y ajouterai aussi le Brésil, sous Lula. Comme nous, vous avez tendance à alterner entre différentes attitudes. je pense qu'il va être élu ici, au Brésil. Lula? Oui. Alors, est-ce qu'il peut continuer à être élu? Oui, il le peut. D'accord. Un homme intelligent. Un homme intelligent. Merci. Merci, Carl, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Et rendez-vous vendredi avec Larry Johnson. Prenez soin de vous. Au revoir. Bye bye.